Alors, les élections européennes n'ont pas bouleversé le paysage politique européen comme ils l'ont fait dans certains pays, comme par exemple en France ou en Allemagne, où l'extrême droite ont obtenu des résultats très importants, ce qui a bousculé le paysage politique. L'Union européenne est un peu comme un grand paquebot qui avance lentement et qui ne peut pas faire de virage brusque à droite ou à gauche, peut virer lentement vers la droite ou vers la gauche selon le vent politique qui souffle. Et là, il y a clairement un vent de droite qui souffle et qui fait virer légèrement ce gros paquebot qu'est l'Union européenne vers la droite, mais sans virage brusque. Pourquoi ? Pour la simple raison que les élections européennes sont l'agrégation de 27 élections nationales où les plus et les moins se compensent. Et par exemple, si en France et en Allemagne, l'extrême droite a obtenu des résultats importants, dans d'autres pays comme la Pologne, l'extrême droite a obtenu des résultats moins importants, ce qui fait qu'au niveau agrégé, l'extrême droite avance, oui, mais il n'y a pas de raz-de-marée, du moins au niveau du Parlement européen, comme on a pu le voir en France et partiellement également en Allemagne. La majorité qui soutient la présidente de la Commission européenne, l'allemande Ursula von der Leyen, celle qu'on appelle la majorité Ursula, existe toujours, comme elle existait dans la précédente législature. C'est une majorité composée des socialistes, des libéraux et du Parti populaire, c'est-à-dire du centre-droite d'inspiration chrétienne. Cette majorité existe toujours, mais elle est plus étreinte. Aujourd'hui, la majorité Ursula est donnée à plus ou moins 399 votes sur 720, alors que la majorité absolue pour élire le président de la Commission européenne est de 361, ce qui fait penser que c'est une majorité relativement confortable. En réalité, elle est moins confortable que cela parce que traditionnellement, au sein du Parlement européen, il y a beaucoup de francs-tireurs, surtout lorsqu'on doit élire le président de la Commission européenne, étant donné que cette élection se fait dans le secret, donc n'est pas une élection à main levée. Et on considère statistiquement qu'il y a environ 15% de francs-tireurs de la majorité qui peuvent ne pas voter selon les consignes de leur parti. Donc, même si Ursula von der Leyen devrait avoir une majorité théoriquement au sein du Parlement européen, il n'est pas impossible qu'elle n'obtienne pas cette majorité. Ce qui pousse Ursula von der Leyen à essayer d'obtenir d'autres appuis de la part d'autres groupes politiques. Elle se tourne tant vers les Verts à gauche, qui sont prêts à soutenir la majorité d'Ursula von der Leyen, mais le Parti populaire, qui est quand même le principal parti du Parlement européen, est plutôt sceptique et ne voudrait pas embarquer les Verts dans la majorité. Et alors Ursula von der Leyen pourrait également se tourner vers les conservateurs et les réformistes, qui sont un groupe de droite assumé, voire même d'extrême droite, où il y a par exemple les députés du parti de Meloni, Fratelli d'Italia, qui sont un groupe important. Mais dans ce cas-ci, ce sont plutôt les socialistes qui ne voudraient pas que les députés du groupe conservateur européen appuient Ursula von der Leyen. Donc on voit bien que les jeux politiques sont extrêmement délicats et que les résultats sont loin d'être acquis. Il faut également savoir que si le Conseil européen a décidé de nommer Ursula von der Leyen au poste de président de la Commission européenne, donc de renouveler son mandat pendant 5 années, ce mandat doit être ensuite validé à la majorité absolue par le Parlement européen. Donc voilà que les tractations se font entre les conservateurs et les Verts et que les jeux restent extrêmement délicats. Pour ce qui concerne les autres nominations, ce qui est très important, c'est savoir que le président du Conseil européen a été nommé, et il s'agira du président de l'ex-premier ministre socialiste portugais António Costa, alors que le poste de haut représentant pour l'Union européenne pour la politique étrangère a été attribué à Kaja Kallas, qui est l'ancienne Premier ministre estonienne, elle fait partie de la famille politique libérale. Donc on voit bien que les 3 principaux partis constituant la majorité Ursula von der Leyen se sont répartis les postes. Les populaires obtiennent la présidence de la Commission européenne, les libéraux le poste de haut représentant pour la politique étrangère, et enfin le poste de président du Conseil européen au socialiste portugais António Costa. Alors, s'il n'y a pas eu de raz-de-marée à droite au Parlement européen, il y a quand même un Parlement européen qui est plus à droite de celui de la précédente législature. Cela pourrait avoir des implications sur la politique étrangère et notamment sur les relations que l'Union européenne entretient avec certaines régions du monde, notamment dans le cadre du conflit ukrainien.
Il faut aussi savoir qu'en nommant au poste de haut représentant pour la politique étrangère l'Estonienne libérale Kaja Kallas, Kaja Kallas est une personnalité très anti-russe et très pro-ukrainienne, ce qui fait penser qu'elle pourrait avoir une politique étrangère de soutien, elle pourrait focaliser la politique étrangère de l'Union européenne essentiellement sur le théâtre ukrainien. Sauf que le Parlement européen, comme je viens de dire il y a 2 minutes, est un Parlement qui est un peu plus à droite, où les positions un peu plus conciliantes vis-à-vis de la Russie, ou peut-être un peu plus critiques vis-à-vis de l'Ukraine, seront de plus en plus importantes. Donc on verra quels seront les équilibres qui se formeront dans le futur. Il y a cependant une crainte qui est formulée de la part de plusieurs personnalités au sein du Parlement européen et même à l'extérieur du Parlement européen, c'est qu'avec Kaja Kallas, l'attention de l'Union européenne puisse être excessivement focalisée sur le théâtre ukrainien et que d'autres théâtres de crise dans lesquels l'Union européenne devrait essayer d'avoir une influence pourraient être mis un peu de côté. On pense essentiellement au Moyen-Orient et à la crise, à la guerre entre Israël et Gaza, ou même à d'autres théâtres de crise comme le Sahel ou l'Extrême-Orient. On pense par exemple au conflit entre les deux Corées ou en mer de Chine. Dans ce cas-ci, donc il n'est pas impossible que l'Union européenne puisse se focaliser plus sur le conflit ukrainien, sauf que le Parlement européen pourrait ne pas suivre forcément cette nouvelle tendance, ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup de tractations et qu'une certaine incertitude pourrait s'installer au sein d'une politique étrangère européenne qui est en général très difficile à formuler du fait qu'elle se base finalement par des choix qui sont faits à l'unanimité par les États membres et par des pressions du Parlement européen qui toutefois ne peut pas imposer ses vues à cause des traités qui excluent le Parlement européen du jeu politique dans la définition de la politique étrangère. Alors en matière de défense, les Européens soutiennent l'initiative de la Commission de renforcer le rôle de l'Union européenne en tant qu'acteur de la base industrielle et technologique de défense de l'Union européenne. Ceci dit, ce Conseil européen devait aussi réussir à dégager des budgets, enfin à trouver des pistes budgétaires pour financer l'industrie de défense au niveau européen. Et là, on n'a pas trouvé de consensus. Les options sur la table en cours de négociation sont plusieurs. Certains pays comme la France voudraient créer des eurobonds de la défense, qu'on appelle des eurobonds de la défense, c'est-à-dire lever de la dette au niveau de l'Union européenne, comme on l'a fait avec le Recovery Fund pour financer la relance économique après la crise du Covid. Pour financer l'industrie de défense. On a même évoqué le chiffre de 100 milliards d'euros dans un premier temps et même sur 10 ans de 500 milliards d'euros. Ceci dit, certains autres pays, comme par exemple l'Allemagne et les Pays-Bas, sont sceptiques par rapport à cette option parce qu'ils n'aiment pas l'idée que l'Union européenne puisse lever de la dette. Ce sont les pays dits frugaux qui ne veulent pas augmenter l'endettement des pays de l'Union européenne et l'Union européenne elle-même. Une autre option qui a été évoquée par Emmanuel Macron est celle de fournir à l'Union européenne des ressources propres, donc permettre à l'Union européenne de mettre en place une taxation vis-à-vis de certaines grosses sociétés qui font des surprofits pour pouvoir financer les politiques européennes en général, et en particulier celle de la défense, mais là aussi, il n'y a pas de consensus. Une troisième hypothèse est celle de demander aux États membres de contribuer plus au pot commun du budget européen, mais là aussi, il y a beaucoup de réticences et la présidence hongroise de l'Union européenne qui a commencé aujourd'hui le 1er juillet est fortement réticente à cette idée. Donc sur le front financier, l'Union européenne ne semble pas encore avoir dégagé des pistes pour financer l'industrie de défense, ce qui sera négocié dans le futur, mais ce qui semble être assez compliqué.